Je vais essayer très modestement de partager mon expérience avec vous et puis de rebondir sur quelques propos entendus depuis ce matin. La question qui nous occupait cet après-midi sur cette table ronde, c'était l'objet local et les industries du numérique. Et pour reprendre juste une question à laquelle j'essaierai d'y répondre ou de rebondir par d'autres questions, c'est comment le local peut-il contribuer au développement de la filière du numérique et à quelles conditions ? Et je dirais que ce qui était ce fil conducteur que les organisateurs du colloque souhaitaient que l'on tente de défricher avec vous cet après-midi est pour moi une réponse évidente. L'objet local et le terreau fertile sur lequel se développent les industries du numérique. Et pour essayer de l'étayer, je vais à la fois repréciser la position à partir de laquelle je m'exprime et puis l'expérience que j'ai pu très modestement acquérir sur certains projets pour rebondir. Ça fait 20 ans que je suis dans l'action publique territoriale, une action publique territoriale à multiples facettes, 5 facettes pour les résumer. Une à dimension transfrontalière, à la fois dans la construction d'un cadre juridique pour autoriser les collectivités locales à construire des actions de coopération sur l'espace franco-espagnol, et puis d'être un acteur local ensuite pour mettre en œuvre à partir de la stratégie qui avait été développée ou du cadre réglementaire. Et puis une autre dimension qui était innovation, une autre qui était celle de la compétitivité du territoire, l'économie numérique et la communication et le marketing territorial. Si je termine par cette facette, c'est pour rebondir sur les propos à la fois de Pierre Mussot et de Franck Comaré de ce matin, on est bien sur la construction d'imaginaire et d'imaginaire collectif sur l'objet local. Jacques François évoquait tout à l'heure les exercices de prospective territoriale dans lesquels le Pays Basque s'était engagé il y a quelques années. Il avait fallu définir ce qu'était le Pays Basque. La moitié d'un département, des Pyrénées-Atlantiques, où sont ses frontières, jusqu'où il va, où veut-il aller? Et derrière la question sous forme de boutade, où veut-il aller, se poser la question de comment on construit une dynamique collective avec une vision, une stratégie, un projet, un plan d'action et des priorités. Et c'est en cela que l'objet local pour moi prend toute sa force. Et ce premier kilomètre ou dernier kilomètre qu'évoquait Jacques François il y a quelques instants, c'est ce qui permet de rassembler les acteurs à partir d'un imaginaire qu'on a construit. Sur la dimension transfrontalière, et je me rappelle d'échanges que nous avions avec Pierre Delfaux dans cette salle il y a quelques années, quand en 1998 Alain Rousset avait lancé le pacte aquitain, où il avait invité les territoires d'Aquitaine à produire, partager leurs réflexions pour essayer de dégager des axes et une dynamique à l'échelle régionale pour pouvoir contribuer au développement de nos territoires et de ces territoires. Et la dimension transfrontalière, qui a été évoquée ce matin, et notamment au travers de l'action de l'ADI sur la politique des clusters, elle supposait, une fois qu'on a fait tomber la frontière, qu'elle est ouverte, qu'on a mis un cadre juridique et normatif pour autoriser les collectivités locales à coopérer, à quel est l'espace de vie et l'espace de projet dans lequel on va s'inscrire. Et cet espace, on l'avait dessiné il y a un peu plus de 20 ans, et ce que nous avions appelé l'Eurocité basque Bayonne-Saint-Sébastien. Une production complètement technocratique. Elle venait de la Commission européenne sur ses travaux Europe 2000+, et puis tout aussi technocratique sur le plan local, puisque nous l'avions baptisé Eurocité basque Bayonne-Saint-Sébastien, partant du principe que nous avions un corridor urbain, une conurbation de 50 km de Bayonne à Saint-Sébastien, qui permettait là d'avoir un amas, un groupement de 600 000 habitants. Ces 600 000 habitants qui ne se connaissaient pas, qui vivaient dos à dos par l'effet frontière, mais tout d'un coup devaient se regarder, devaient prendre en main leur avenir, et quelque part dans un triangle Bordeaux-Toulouse-Bilbao, essayer de devenir ce barycentre dans une logique de métropole. Et la question du numérique est apparue à l'époque comme vraiment la question qui pouvait essayer de nous rapprocher et de construire ces dynamiques. Donc l'Eurocité basque est rentrée à la fois dans une approche de géographe classique. Je commence déjà à mettre en place une carte, à normaliser les référentiels, travailler sur l'orthophoto, et puis nous sommes dans les années 94, 95, 96. On n'a pas encore Google Earth qui apparaît dans le paysage, et pour autant on était bien sur système d'information géographique partagé, géolocalisation des données, à quelle heure ouvre ma mairie,
quelle est l'activité culturelle, sportive, événementielle que je peux avoir ce week-end. Et donc très rapidement, dès l'époque, les acteurs du territoire avaient été extrêmement innovants sur l'approche du numérique appliquée à une construction imaginaire qui était cette Eurocité. Et moi, ça m'a vraiment passionné, et pendant tout le temps que j'ai pu passer sur ce territoire à l'accompagner, on était bien sur un territoire à dimension très locale, transfrontalière, totalement artificielle. Le Pays Basque n'existe pas, il est en dehors d'institutions. L'Eurocité basque, elle est au dehors d'une approche institutionnelle, et pour autant, pendant plus de 20 ans, les acteurs, sur l'objet local, ont construit des dynamiques d'action collective. Et sur le numérique, ça nous a permis de construire une vraie boîte à outils, politique d'infrastructure. J'ouvre mes agglomérations et mon territoire à la concurrence. Je développe les plateformes de services numériques. Je mets en place des dynamiques de construction, de contenu et puis de formation, d'acculturation des acteurs du territoire. Et c'est là où, modestement, cette agence du numérique que j'animais a participé à cette construction. Et pour rebondir sur le propos de Boris Bode, dont je partage l'essentiel des analyses, mais pour être un petit peu iconoclaste et très libre cet après-midi avec vous, je ne partage pas sa position sur le data center. Je force le trait exprès, mais vraiment exprès. Effectivement, c'est un argument, enfin plutôt une critique qu'on nous faisait souvent sur le Pays Basque, vous voulez un data center. Pourquoi voulez-vous un data center alors que vous avez aujourd'hui les réseaux qui vous permettront de mettre toutes les données sur le nuage, on ne l'appelait pas encore à l'époque le nuage, le cloud. Pourquoi voulez-vous avoir un data center sur votre territoire alors que vous pouvez héberger ces données à Londres, aux États-Unis, quelque part en Europe? Pourquoi ce besoin de données hébergées localement? Et à cette question qui était très pertinente, et sur laquelle je rejoins Boris sur son propos précédent, nous on l'avait écarté en disant mais finalement ce qui va faire la force de ce data center, ce qui est finalement une boîte à outils, une salle blanche, ça n'a rien de passionnant, c'est la capacité des acteurs, des industries du numérique, mais tous ceux qui sont de nos activités et industries traditionnelles sur ce territoire, à se regrouper, à exprimer leurs besoins et à pouvoir les mettre dans un lieu commun qui est une plateforme mutualisée de services numériques. Et ça, cette approche data center qui est vraiment la boîte, salle blanche, connectée à des réseaux, la plateforme de services numériques, elle suppose une ingénierie des hommes et des territoires pour créer de la valeur ajoutée. Et sur la période récente, les 2-3 grands exemples que l'on retrouvera autour de ces plateformes, c'est évidemment avec la plateforme e-Bourgogne orientée plutôt e-administration, et puis l'une d'entre elles, je fais des raccourcis, sur le Pays Basque, autour des entreprises. Si je reviens sur cette plateforme, c'est qu'on avait bien un objectif là de compétitivité par le numérique. C'est comment le numérique participe à la compétitivité de mon territoire. Petit territoire, le Pays Basque de France, c'est un peu plus de 250 000 habitants, face à une région à organisation institutionnelle très poussée sur les autonomies à la fois de la Catalogne, de la Navarre, de l'Aragon, et puis évidemment le Euskadi, la communauté autonome basque, avec sa politique de cluster initiée par Michael Porter en 1991. On sait lire les travaux de Michael Porter de la même manière. On les redécouvre aujourd'hui. Le Pays Basque espagnol ne nous a pas attendu pour les lire, le faire venir, essayer de les digérer pour construire un modèle à eux de développement de politique de cluster. Et on voit bien derrière leur capacité à se saisir d'un objet que vous connaissez parfaitement, le réinterpréter et le mettre au service d'une politique publique. Et les clusters sont bien des politiques publiques. Et elles supposent de s'appuyer sur à la fois un tissu local, un objet local qui est le territoire. Et par rapport au questionnement que nous avions ce matin sur qu'est-ce que l'objet local, quel est le lieu, c'est bien un territoire, et c'est un mot auquel je reviendrai systématiquement. Donc cette approche professionnelle qui était à multiples facettes, alors effectivement il y avait des dimensions. Comment je construis des politiques d'innovation? Qu'est-ce qu'une stratégie de compétitivité sur un territoire? Comment j'anime les acteurs? Comment je partage? Je construis, je partage cet imaginaire collectif, et c'est là où on retrouve les problématiques de communication publique, communication politique et de marketing territorial. C'est bien ce cocktail qui permet à un moment de rapprocher l'objet local à un sujet, c'est comment je développe mon industrie numérique sur un territoire qui n'en avait pas la culture.
qui à un moment a voulu reproduire le mythe de Sophia Antipolis. On est quelques-uns à avoir connu le démarrage de la technopole d'Isarbel. Technopole d'Isarbel, c'était un très joli foncier sur la côte basque, pas très loin des vagues de Biarritz, mais il ne faut pas oublier qu'avant tout, c'était un champ de maïs avant d'être baptisé Technopole. Et que les opérateurs, les grands opérateurs de télécommunications passaient à côté et n'avaient pas envie de s'arrêter. Nous développons des campus universitaires, ces campus n'étaient pas connectés et n'étaient certainement pas connectés à des réseaux très haut débit. Et donc l'objet local, quand on est un petit territoire éloigné d'une centralité, qu'elle soit régionale, départementale ou nationale, permet d'avoir beaucoup de liberté. Et cette liberté, ça a été de dire, c'est le projet qui fera notre force. On n'est pas compétent aujourd'hui pour intervenir dans les réseaux, mais c'est pas grave. On ne va pas attendre les fameux débats que nous avons connus pour la réforme du Code des collectivités locales et reconnaître à nos collectivités la capacité d'intervenir dans ces domaines. Les réseaux, on s'en est saisi. Les réseaux, on les a ouverts, toujours dans une approche coopération, mutualisation. Et c'est bien les deux piliers sur lesquels on retrouve ces problématiques de développement de politique de cluster, coopération, mutualisation, évidemment dans un objectif de compétitivité. Pour revenir aux industries du numérique et le rôle que peut avoir l'objet local, territoire, région, département, agglo, peu importe l'outil qui portera cette démarche, il ne faut pas oublier que derrière l'action publique, il y a bien un objectif de compétitivité. Je ne développe de politique urbaine, de solidarité ou de cohésion sur un territoire que si j'ai développé une politique de développement économique. Et cette politique de développement économique, elle est la base sur laquelle les intercommunalités fondées et doivent encore, à mon avis, fonder demain dans l'acte de décentralisation leur action. Et là, je vais faire une petite parenthèse dans la matière pour être dans mon propos libre de témoins discutants. Je ne me retrouve pas aujourd'hui dans les travaux que nous avons sur l'acte de décentralisation. Cette nouvelle vague que l'on attendait, à mon avis, elle doit être encore poussée. Aujourd'hui, le rôle des intercommunalités doit être reconnu, non pas pour être chef de file, chef d'orchestre, peu importe, pour revenir à ce que c'était l'intercommunalité, c'est-à-dire le territoire de projet. Et quand je reviens sur les questions industrie numérique et compétitivité, est-ce qu'aujourd'hui, je serais capable de porter un discours, de le faire adopter par une assemblée plénière, eu égard à l'organisation qu'on est en train de mettre en place sur les territoires? Ma réponse est non. À l'époque, quand on a mis en place sur les intercommunalités la taxe professionnelle unique, elle a été décriée, la taxe professionnelle, elle était certainement imparfaite pour les entreprises, elle supposait au niveau de l'action publique qu'on gomme les effets de concurrence entre les collectivités et qu'on s'intéresse finalement à la capacité du territoire à générer de la richesse. Et c'est bien des problématiques de compétitivité. Et donc ce que j'investis dans l'université, dans les réseaux, dans des lieux tiers qui peuvent être Technopole, pépinière, incubateur, Fab Labs, demain, tous ces investissements se mesuraient à l'aune de la progression dynamique de ma ressource fiscale. Aujourd'hui, on a transformé le bouquet, enfin, on a transformé la taxe professionnelle en un bouquet fiscal où on retrouve la part de l'habitant. Et ce qui va amener un déplacement des intercommunalités sur est-ce que ma politique publique est orientée plutôt vers l'action, en direction des entreprises, de la compétitivité, des clusters, ou est-ce que je suis obligé de remettre des politiques publiques à dimension plus sociale, urbaine? Et là, on va avoir une cartographie des intercommunalités qui va se redessiner. Et aujourd'hui, sur ces politiques numériques, comment peut-on dessiner je veux dire, un territoire autour de compétences, de filières? On a besoin de cadres qui orientent l'action du territoire. Nous l'avions avec un plan d'action pour la société de l'information qui avait été prononcé par un Premier ministre sur un lieu aquitain. L'Aquitaine avait été une de ces régions très à la pointe de ces questions, très à l'écoute des territoires. Et puis on est rentré dans une deuxième phase avec le plan France Numérique 2012 et 2020, où on avait beaucoup plus une dimension compétitivité. Et aujourd'hui, on a un plan numérique sur lequel on ne retrouve pas l'élan que l'on pouvait attendre, parce que cette économie numérique, ces filières et ces hommes et ces femmes qui sur les territoires produisent de la richesse, ne sont pas encore visibles. L'économie de demain, l'économie numérique, cette économie d'essence digitale,
On a attendu beaucoup, elle a produit beaucoup, mais pas assez vite. Et en tous les cas, le sujet, il s'est déplacé. Et aujourd'hui, objet local et industrie du numérique, développement, va supposer de retrouver cet élan. Et cet élan, il faut un cadre national pour le porter. Un cadre qui permet de reconstruire cet imaginaire. Et je reviens toujours à cet imaginaire qui peut être l'objet local comme l'objet national. Aujourd'hui, cet imaginaire au niveau national, il a disparu. Sur le plan local, il est en train d'être revisité. Et on va le retrouver autour de l'open data et un certain nombre de sujets sur lesquels les métropoles vont se saisir. Et on revient bien à une logique de métropolisation. Mais en tous les cas, l'objet, l'imaginaire n'est plus là. Et puis derrière le pilote, et je regarde Pierre Musso, on avait à la fois la Datar, qui était devenue la Diacte, et puis rebaptisée la Datar. Mais aujourd'hui, ce lieu qui avait poussé une réflexion et un horizon sur le numérique n'est plus l'acteur. Et donc il nous manque aujourd'hui, à mon sens, sur les territoires, pour reconstruire ces dynamiques d'hier, cet imaginaire, cette nouvelle frontière, ce New Deal, que d'aucuns appelleront de cette manière, pour reconstruire ces dynamiques autour du sujet des filières et des industries du numérique. Et puis dans un autre retour d'expérience, Jean-François Laplume le rappelait, j'étais en Nouvelle-Calédonie pour accompagner ce territoire sur la définition de son plan de compétitivité par le numérique. Et la Nouvelle-Calédonie, elle est, pour rebondir sur les débats de ce matin, la dimension ou l'hyperdimension, on est bien là pour le coup sur un territoire à hyperdimension. C'est bien un objet local, mais c'est un objet local perdu à l'autre bout du monde, qu'on situe mal, au milieu d'un océan Pacifique, Sud-Pacifique. Et là, c'est l'objet local de qui? De la France, de l'Europe, de l'Asie, de l'Australie, de la Nouvelle-Zélande. Et le questionnement de « je suis l'objet local de qui ?» et je m'inscris dans une logique de compétitivité suppose, dans cette compétition, co-compétition, de bien définir je suis l'objet local de qui. Et là, la Calédonie, elle a cette réflexion à porter et elle suppose de rentrer à la fois dans des approches multiculturelles. Quand je suis au croisement de populations d'origine européenne, asiatique, et puis des populations mélanésiennes qui rayonnent sur à la fois la Polynésie, Micronésie et puis sur tout cet espace océanien, suppose d'arriver par le numérique à faire cette combinaison qui permet de créer ces espaces. Et si je reviens sur un plan plus local, les clusters, le pays basque espagnol, est-ce qu'on arrivera demain à produire les mêmes choses que le territoire voisin en copiant? Certainement pas. En coopérant, et j'ai découvert un mot nouveau à mon retour de l'espace océanien qui était l'interclustering. C'est bien, mais ça suppose peut-être de répondre à des questions de biculturalité avant des problèmes de langue. Et donc si la Calédonie a un problème de multiculturalité à gérer entre l'objet local et ces industries du numérique qui n'ont pas de frontières, à l'échelle des clusters, on retrouvera bien cette question aussi de la biculturalité si on veut demain pouvoir coopérer sur des territoires qui ne regardent pas les mêmes distances. Quand le Pays basque sur Bayonne regarde Bordeaux ou regarde Paris sur la capacité de mobiliser des fonds régionaux ou des fonds sur les grands investissements, nos amis du Pays basque espagnol regardent Shanghai, regardent Harvard, regardent le monde. Donc c'est pas tout à fait le même regard porté sur le même horizon. Et donc ça suppose effectivement sur un objet local de s'entendre sur quelle est la frontière que je veux atteindre et avec qui je veux dessiner ces actions de coopération. Donc quelques propos que je voulais partager avec vous pour réagir à la fois sur les trois interventions précédentes de cette table ronde, et puis pour compléter la dernière, je crois que sur objet local et industrie numérique, ça suppose demain sur les territoires de pouvoir mettre en place les politiques publiques qui permettent de générer les classes créatives chères à Florida, et on va les retrouver autour de ces tiers-lieux, peut-être demain de la cité numérique et sa capacité à rayonner sur l'Aquitaine. Mais en tous les cas, remettre ces acteurs des classes créatives autour d'un projet collectif. Et derrière, si je prends les classes créatives, c'est que je veux opposer une approche de l'innovation qui serait cette approche un peu facile,
approche descendante, high-tech, que l'on va retrouver autour des clusters et des pôles de compétitivité, à l'autre forme d'innovation que l'on peut retrouver sur les territoires, qui est celle finalement du trait d'union que l'on peut assurer entre tradition et modernité et que l'on peut décliner à loisir selon les sujets. Donc voilà un peu les propos que je voulais partager cet après-midi avec vous. Et puis pour lancer le débat, je ne crois pas à l'égalité des territoires, certainement pas sur le numérique. Et en même temps, pour modérer mon propos que je veux profondément iconoclaste pour lancer le débat, je crois qu'il n'y a aussi aucune fatalité pour les territoires. Ça revient, donc ma conclusion c'est où est mon projet pour dessiner cet objet local. Merci. Merci Manuel. Mes racines basques m'obligent à faire remarquer que quand tu disais la coopération entre Pays Basque Nord et Pays Basque Sud, c'était une construction purement intellectuelle et purement technocratique, c'est quand même un peu faire fi d'un socle culturel commun, mais là n'est pas le propos. Bon, j'ai vu des gens trépigner pendant les interventions de quelques-uns, donc je suppose qu'il y a des questions qui sont déjà toutes prêtes, ou c'était juste une illusion d'optique. Une fois. Non, c'est sûr. Ah, voilà, Gérald Elbaz. On va y aller puisque notre président me tend la perche. Ouais, sur plusieurs interventions, moi j'ai eu quelques menus soucis, voire questions, etc. Alors je ne sais pas dans quel ordre donc je vais commencer par ce que vient de dire Manuel de Lara. Je comprends parfaitement sur la question du projet de réforme des collectivités territoriales, en quoi effectivement la question de la réforme ou la non-réforme des intercommunalités peut conduire à ce que jusqu'à présent les intercommunalités s'étaient développées autour de la question de Daveco. Mais par contre, mais je pense que c'est fait pour, relativement choqué par le fait de dire qu'elles vont devoir relocaliser leur politique si ce découpage se reconfirme vers le social, vers les habitants. Ce qui revient à poser la question, pourquoi les politiques de développement économique n'étaient pas destinées aux habitants? Donc ça, c'est un premier élément. C'est-à-dire que si on considérait, mais je sais pourquoi je pose la question, parce qu'en fin de compte, à travers tout ce qui est évoqué là depuis les interventions de Philippe Béraud, etc., c'est la question que le logiciel qui est en arrière-plan, c'est la question de la concurrence libre et non faussée des territoires entre eux, et le numérique serait un adjuvant à tout ça, quoi. Moi, je suis un peu étonné parce qu'il y a eu le mot coopération qui est arrivé. Et il se trouve que pas très loin du Pays Basque, il y a un pôle de coopération. Certes, il est sur l'économie sociale et solidaire, mais ça vaut peut-être le coup d'aller voir ce qui s'y passe. Parce que je pense qu'on n'arrivera pas à une ambition nationale si l'objectif de l'ambition nationale, c'est de mettre les concurrences en les territoires les uns avec les autres. Donc certes, c'est notamment, enfin je peux partager le constat qu'il n'y a pas d'égalité des territoires. Ça, c'est le constat qu'on peut faire. Mais on peut aussi ne pas s'arrêter là. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on fait pour qu'on arrive à au moins une équité, voire des mécanismes de péréquation, en tout cas pour que ce ne soit pas, au final, un dumping entre les territoires et que le numérique soit un habillage de tout ça. Ce qui permettrait de répondre peut-être à la question, quand on parle d'objet local, c'est est-ce qu'ils ont une âme, quoi. Et là-dessus, va peut-être falloir qu'on arrive à répondre à cette question-là, parce que pour le moment, on est sur des approches, comment dire, on est sur de la modélisation, quoi. On n'est pas tellement sur la question du territoire pour les habitants. Mais il y a plein d'autres trucs après. Je peux essayer de donner un petit bout de réponse, Gérald, en la matière. Le propos, j'avais grossi le trait. Et je veux dire, voilà, il n'y a pas de politique sociale, développement de l'habitat et de cohésion sur un territoire s'il n'y a pas de développement économique en première brique. Voilà, mais c'est pas incompatible. Mais je crois que derrière le propos aussi que je voulais, en grossissant le trait sur il n'y a pas d'égalité des territoires, je ne partage pas aujourd'hui, et eu égard aux 20 années passées sur cette question, les plans qui consisteraient à avoir une politique uniformisante des territoires par le numérique. À aujourd'hui, des problématiques de filière numérique, de compétitivité, supposent à un moment que le territoire décide là où il veut aller et quel est le projet qui va sous-tendre cet objectif. Derrière ces politiques uniformisantes, si tout le monde est prioritaire, personne n'est prioritaire. La fibre optique partout, j'y crois pas. Quand on est dans une logique de compétition, on regarde le Pays Basque espagnol,
on se félicite des résultats obtenus par le Pays basque espagnol. Est-ce qu'il est rentré dans une politique uniformisante du numérique au cours de ces dernières années, de ces 20 dernières années? La réponse est non. Est-ce qu'il a atteint les niveaux de prix que l'on connaît sur nos territoires au travers de nos politiques? La réponse est non. En même temps, quand on regarde les politiques de cluster, la question qu'on peut se poser par rapport à la stratégie de Lisbonne, les 3% de dépenses intérieures liées à la recherche-développement, on l'atteint sur nos territoires? La France est à 2,2 aujourd'hui. À combien est le Pays basque espagnol? Sur les mêmes valeurs. Donc on voit bien que compétitivité et appuyer sur le numérique suppose à un moment de s'armer dans une compétition. Et s'armer pour que les entreprises soient performantes, pour que sur un territoire elles génèrent de la richesse, qu'elles génèrent les emplois, et ces emplois qui permettent de générer les moyens des politiques publiques que l'on met autour, qui sont évidemment à dimension sociale, habitat, loisirs, éducation, etc., sur lesquels je n'oppose pas. Mais ma clé d'entrée aujourd'hui de la position sur laquelle je m'exprimais, c'est bien par l'économie sur une problématique de objet local par rapport à filière industrie numérique. Donc bien une logique de compétitivité. Je crois que Jacques-François voulait intervenir. Je ne crois pas qu'on arrivera à résoudre la question du haut débit partout ou pas. Il y a plusieurs instances de conférences qui s'occupent de ça. Mais sur cette question, sur la réponse de Manuel. Oui, moi j'ai l'impression que la question que soulève votre échange à l'instant est importante, et je la résumerai pas forcément à la compétitivité. Je mentionnerai davantage le fait que aujourd'hui, tout territoire local est conduit à se muscler, et que ceux qui ne le font pas seront moins bien armés dans un monde mondialisé, pas seulement pour la compétitivité, mais on va dire pour l'être, tout simplement parce qu'ils seront dans la dépendance au lointain, dans la dépendance au tiers, au lieu d'être dans la capacité de rayonnement, dans la capacité d'échange, etc. J'ai l'impression qu'il y a une logique d'autonomie et d'émancipation dont la granularité, une fois encore, je reprends mon propos, mais part de la cellule micro-collective et s'étend. Et qu'à partir de là, la même chose qu'on peut raconter sur l'utilité de la montée en capacité qui nous est racontée du côté du développement humain, qui nous est racontée du côté de l'éducation, qui nous est racontée du côté de la démocratie, vaut pour la construction de liens sociaux humains forts qui ont un potentiel économique. Je veux dire, à partir du moment où il y a des trajectoires communes, du lien, de la culture commune, il peut y avoir du projet. S'il n'y a pas ça, on a une difficulté. Et on le sait bien, à revenu égal, des territoires à culture commune s'en sortent beaucoup mieux que des territoires qui n'ont pas de culture commune. Donc densifier les liens, ça produit du destin. Et ça produit des capacités d'échange avec l'autre et non pas un repli. On a cet écueil-là et on voit à quel point la question de l'attractivité des territoires est aussi la question de la qualité de vie, la question du mieux-être, etc. Et en ce moment, je ne crois pas que ça a été mentionné ce matin, mais ce passionnant projet Inéduc, qui est le croisement entre les géographes sociaux et les gens qui travaillent autour de l'éducation et du numérique, qui consiste à se dire, tiens, quand on met des dispositifs numériques sur un territoire, comment est-ce que ça se croise avec la capacité en matière d'éducation et de connaissance? Est-ce qu'il y a des corrélations qui se font autour de ça? L'hypothèse de dire, tiens, c'est les ressources humaines du territoire qui font la capacité du territoire, elle est pas idiote, que ça soit en économie ou en critères de développement humain. Alors, Alain Diribert avait une question, mais si Boris, vous avez juste un complément. Alors, prenons la question et puis peut-être que la réponse pourra venir compléter la... C'est pas une question, c'est un commentaire et la poursuite de la discussion, parce que les territoires ne sont pas dans des logiques nationales de on répartit et ce que l'on donne à l'un est pris par l'autre, qui est un jeu à somme nulle. Si on prend la problématique qui est évoquée, qui est la problématique de capacité de territoire à produire et à fixer de la richesse, c'est-à-dire créer les bases d'un bien-être économique et social, c'est massivement la capacité du territoire, collectivement,
à fabriquer une dynamique productive de production et de fixation de richesse. De ce point de vue-là, est tout à fait intéressant le dernier bouquin que vient de sortir Todd et Lebras, donc qui est en vente actuellement, dans lequel il dit que la France se coupe en deux, avec de manière paradoxale la France qui gagne et celle des territoires les plus traditionnels, c'est-à-dire ceux qui n'ont pas été du côté de la Révolution française, pas parce qu'ils sont restés catholiques, parce qu'ils sont restés avec des solidarités entre les acteurs plutôt que d'être dans des situations d'opposition. Et que ce sont les territoires dans lesquels l'éducation a été le plus développée. Donc on revient à cette problématique de quels sont les facteurs qui, de fait, permettent d'arriver à développer les choses. Et moi, je ne suis absolument pas d'accord sur l'idée qu'il suffit de mettre des acteurs à proximité géographique sur un territoire pour que se fasse le développement. On sait que la proximité, elle a deux autres dimensions à côté du géographique. Il y a la proximité organisationnelle et la proximité cognitive. Vous pouvez mettre à côté des uns des autres des gens en vue de les faire coopérer, vous ne ferez rien. Le bon exemple, c'est le fonctionnement de la recherche dans la majorité de nos campus. Vous mettez des gens de différentes disciplines les uns à côté des autres, voire sous-disciplines, et s'ils n'ont pas envie de se parler, même avec toutes les technologies de la communication que vous voudrez, ils ne se parleront pas. Oui, mais ils se parlent s'ils en ont envie. Donc la communication est anthropologique, la coopération est anthropologique, la mutualisation des savoirs est anthropologique, elle n'est pas technologique, elle n'est pas économique. Et de ce point de vue, un bon exemple, c'est ce que dit, je ne suis pas du tout d'accord avec Philippe Béraud quand il dit qu'il n'y a pas d'économie spatiale. Heureusement qu'il y a une grande école de l'économie spatiale qui était l'économie autrichienne, l'école autrichienne, avec Bonne-Baverk et compagnie. Sauf que c'est quand même un courant lourd de l'économie, sauf qu'elle a disparu dans l'enseignement de l'économie académique, et en particulier dans l'histoire de la pensée économique. Par contre, on la voit très bien qui a été entièrement réendogénéisée par l'économie industrielle, et sous toutes ses formes, l'économie des transports, l'économie des agrégats. Alors, et on n'a pas attendu les géographes ou Grumman pour nous réapprendre ce qu'est l'économie spatiale, sauf pour ceux qui n'ont pas eu de culture de l'histoire économique. Et là, c'est extrêmement important. Parce que si on n'a pas, on voit tout le débat que nous avons ici, c'est un débat qui passe complètement à travers les disciplines. C'est un débat d'objets, ce n'est pas un débat de construction disciplinaire. Et là, on retombe sur le problème de la formation à la fois des chercheurs et la formation des praticiens. Si les praticiens ne sont pas capables d'avoir la base commune pour leur permettre de discuter, de travailler ensemble, ce qui fait la proximité, à ce moment-là, on n'aura jamais des développements convenables de territoire. Ça renvoie à la formation des acteurs, y compris des acteurs publics, et qui pose problème quand même massivement. Quelqu'un d'autre veut réagir? Moi, il y avait une chose qui m'a, je ne sais pas si c'est exactement dans ce contexte-là, mais je sais qu'il y a 2-3 ans, le BGI, qui est pour les non-bordelais l'agence qui est chargée de l'implantation d'entreprises sur Bordeaux et Gironde, avait conduit une enquête sur les raisons intimes qui conduisaient les chefs d'entreprise à implanter leurs entreprises sur le territoire. Et ils s'apercevaient que, alors j'ai plus les chiffres en tête, mais je crois que c'était énorme, c'était l'ordre de 75%. On découvrait, ce n'est pas les raisons qui étaient affichées, hein, mais on découvrait que dans 75% des cas, les chefs d'entreprise avaient un lien affectif préalable à l'implantation. Une résidence secondaire, un lien familial, quelque chose, des études passées, des colonies de vacances à l'île de Ré, ou que sais-je encore. L'île de Ré, c'est pas tout à fait l'Aquitaine, mais c'est la banlieue nord. Et ce qui est intéressant là-dedans, c'est de voir qu'une politique de développement économique peut utiliser des outils qui n'ont en général rien à voir avec ce qu'on englobe dans la politique de développement économique traditionnelle. Luc Pabeuf, je te passe la parole juste après. Par rapport à cette question-là sur le problème de concentration ou pas et de son efficacité, moi j'ai en tête les travaux
de Michel Grossetti sur la géographie de la production scientifique, qui fait apparaître que la concentration n'est pas un facteur d'augmentation de l'intensité de la production scientifique et de sa qualité, puisque dans les travaux qu'il mène et des études de corrélation, il n'identifie pas une augmentation et en quantité et une plus grande qualité justement de la production scientifique dès lors qu'on concentre. La question, c'est celle du réseau, c'est-à-dire dans quel réseau le chercheur est intégré, ce qui rejoint bien la question de la proximité organisée. C'est-à-dire que pour qu'il y ait de l'échange, il faut s'inscrire dans ce qu'on pourrait appeler une communauté épistémique, c'est-à-dire faite à la fois de gens qui partagent des représentations et puis qui partagent une pratique. Et du coup, ça me fait penser aussi, parce que Michel Grossetti travaille sur la fameuse classe créative. Alors, vous avez fait référence à Florida. Bon, lui a participé à des travaux à l'échelle européenne avec Eckert et une autre chercheuse qui semble montrer que justement les politiques d'attractivité de la classe créative seraient plutôt sans effet et que les motivations, les facteurs qui amènent certaines personnes à venir sur un territoire ne sont pas liés à ces éléments de politique-là. Ce sont des éléments d'autres formes de proximité, de liens sensibles, etc. Du coup, eux font plutôt la préconisation qu'il y aurait intérêt dans ces conditions à générer et généraliser des aménités publiques qui favorisent l'essor peut-être du plus grand nombre par l'éducation à des capacités créatives. Et du coup, ça renvoie aussi à ce que disait Gérald Delbaz. Et moi, je renverrai à ce rapport qui a été rédigé notamment sous la présidence de Michel Dinet sur la gouvernance de l'action sociale, parce qu'il dit quelque chose de très juste. Il propose que l'action sociale, justement, se repose sur un autre principe que cette conception d'aujourd'hui. Il dit que l'action sociale ne peut plus se contenter d'apporter des réponses spécifiques et sectorielles aux personnes fragilisées, mais doit davantage favoriser l'épanouissement de chaque individu par la revalorisation éducative, relationnelle, civique du territoire dans lequel il vit. Et vous disiez tout à l'heure, vous parliez des clusters basques. Et monsieur a renvoyé à ces éléments, je dirais, culturels qui constituent, qui cimentent l'intention, justement, à travers un projet, une vision partagée, d'agir ensemble. Eh bien, ça, ce sont bien des éléments d'un héritage socio-culturel qui procède de certaines interactions sociales et on ne peut pas dire que l'économique, de ce point de vue-là, est premier. Je crois qu'il faudrait revenir à la lecture de Karl Polanyi pour bien mettre les choses dans le bon sens. Merci. Alors, je crois que Boris Baud voulait réagir à nouveau sur le propos de Gérald Delbaz. Oui. Je répondrai à la fois au rebond sur les data centers et puis la question des individus, parce qu'en fait, c'était peut-être pas très clair dans mon exposé qui était relativement dense, mais les individus sont au centre, du début à la fin, dans ce que j'ai voulu exprimer. Et la question que je pose sur les data centers, c'est la même. C'est que, bien entendu, on peut souhaiter localement développer un data center, mais il me semble que pourquoi ça me paraît secondaire? C'est parce que les enjeux du numérique me semblent être surtout ailleurs, c'est-à-dire un peu partout, dans toutes sortes de pratiques, et que souvent l'erreur, lorsqu'on appréhende le numérique dans sa dimension territoriale ou économique, c'est de se dire, voilà, on va créer des entreprises du numérique, littéralement, c'est-à-dire qui produisent, je sais pas, des services numériques, des ordinateurs, des tablettes. Mais le numérique, ça fait maintenant un certain temps qu'il est partout. Pourquoi à la fin j'ai montré des bureaux dans la publicité ou dans la banque? C'est qu'en fait, il est tellement diffusé qu'il me semble que c'est une erreur, comme pour le télétravail, d'imaginer que c'est lorsqu'on travaille chez soi avec un ordinateur. Le télétravail, il est partout maintenant. Il est là, il est dans son bureau, dans une entreprise où on travaille avec d'autres personnes, et que cette façon de partitionner ces choses et d'oublier que finalement, il est en chaque individu, en l'adolescent qui est dans sa chambre, un employé qui s'ennuie et qui, à côté, s'informe sur d'autres choses. Enfin, il est un peu partout. Et c'est la raison pour laquelle il me semble qu'une politique éventuelle du numérique, elle est surtout une politique du local, c'est ce que je veux dire, d'un local qui n'a rien à voir avec le numérique. C'est de s'assurer que les gens aient envie d'être là, que les gens puissent se rencontrer, qu'il y ait justement des facteurs de sérendipité, et c'est ça qui est essentiel. Et le numérique, il va émerger, en fait. C'est-à-dire que si on veut le faire en tant que tel, il y a de fortes chances que ça ne se fasse pas. Et un exemple... pour citer un exemple dont on parle souvent, qui est étudié particulièrement actuellement, c'est Apple. Je veux dire, Apple, c'est une entreprise qui, par différentes phases, a innové, mais elle est partie de pas grand-chose, d'une idée, d'une volonté, d'une vision. La Californie n'a pas particulièrement accompagné Apple à ses débuts. Et donc je crains qu'il y ait un malentendu en fait, sur la façon de faire émerger de la création, de l'innovation, et que le numérique
je préfère le penser dans toute sa diffusion, dans des pratiques extrêmement vastes, et de stimuler ça. Et le data center est une option. Voilà, c'est une option, mais il me semble qu'elle relève d'autres échelles, d'autres enjeux qui peuvent être stratégiques, qui peuvent être de sécurité. Mais il me semble que ça s'articule un peu avec d'autres échelles. Et qu'il me semble plus important, pour revenir aux individus, de s'intéresser en fait à tout le monde et à ce potentiel que ça présente pour n'importe quelle personne sur un territoire qui aura peut-être une idée, qui va peut-être l'exploiter, on ne sait pas qui, et donc de ne pas se focaliser avec une idée préconçue de où ça va émerger. Voilà. Je vais vous passer la parole. Il n'empêche quand même, oui, le numérique est partout, mais il y a aussi des entreprises qui produisent des services, et ces entreprises sont quelque part, Apple est quelque part, et il y a des compétences, il y a des chercheurs, il y a des entreprises qui produisent du service, et autant qu'à faire, autant qu'elles soient produites sur le territoire, que ça crée des emplois sur le territoire plutôt qu'ailleurs, même si le numérique ensuite est utilisé partout. Donc le développement des filières numériques, ça fait aussi partie d'une politique des développements économiques. Je crois que Philippe Béraud voulait intervenir aussi. Oui, je voulais juste répondre effectivement aux commentaires sur la problématique de l'espace dans la théorie économique. Je maintiens, j'affirme qu'il y a un divorce important au niveau de l'histoire de la pensée entre la théorie économique des classiques, néoclassiques, même si je reconnais que, on ne va pas rentrer dans une discussion d'experts, mais que Böhm-Bawerk, qui est pourtant bien plus connu pour le capital et sa théorie de l'intérêt que pour sa théorie des espaces ou des coûts de transport, Von Thunen ou Marshall, mais qui est plus connu aussi pour autre chose que le district qu'on a finalement redécouvert tardivement. Donc je pense qu'il y a un vrai problème de divorce épistémologique entre la théorie économique, en particulier la théorie économie dominante, et l'espace. Alors, second point, je suis tout à fait d'accord avec l'idée que la concentration ne fait pas la valeur, ne fait pas effectivement les effets qui peuvent être attendus préalablement, et qu'il y a effectivement des dimensions cognitives, il y a effectivement des dimensions anthropologiques qui contribuent ou pas à ce que ça fonctionne, et que quelque part, un petit peu lorsqu'on définit la démocratie comme un construit, il est vrai que les effets le cluster est aussi quelque part un construit qui se fonde non seulement sur des arguments objectifs, mais aussi sur des arguments subjectifs, la quantité de connaissances tacites partagées entre des ingénieurs issus, par exemple, des mêmes écoles et qui donc des mêmes signes de reconnaissance, etc., etc. Mais je pense que, d'une part, j'ai limité mon intervention sur les industries culturelles et créatives, où là, il se passe des choses extrêmement nouvelles et extrêmement importantes, je pense, en particulier autour des villes créatives, en particulier autour des quartiers qui sont initiés de Bilbao à Nantes et qui provoquent effectivement... Alors, peut-on parler de classe créative au sens de Florida? Je crois qu'il faut se garder de transposer aussi le modèle américain effectivement en Europe, mais quelque part, des artistes, des créatifs se fixent effectivement et mettent en place des réseaux avec des connivences, dans le bon sens du terme, avec des échanges de signes, effectivement, qui fait que ça marche, ça fonctionne. Et en particulier, je terminerai là-dessus, il y a quand même une chose qui est peu analysée encore, pas suffisamment en tout cas, c'est le statut de l'innovation ouverte, de l'open innovation. Ça a été fait par un certain nombre d'économistes anglo-saxons, ça commence à venir en France. C'est extrêmement important parce que c'est vraisemblablement le principal vecteur à travers lequel vont s'organiser à l'avenir ces clusters, ces pôles de développement. Merci. Alors on a largement dépassé le temps qui était imparti, mais il y a encore deux interventions, et puis, 2, 3, 4. Oui. Bon, on est là, de toute façon, le dîner n'est qu'à 20h, donc on peut déborder un petit peu. Alors, là-haut, et puis Jacques-François voudra intervenir, mais peut-être après, à la fin. Je rebondis volontairement en prenant la balle au filet après les différentes interventions, et je souligne avec Pierre Musso, avec Lucien Sfez, et je revendique ici le terme pour cet objet et pour ce champ, que c'est véritablement antidisciplinaire. En étant antidisciplinaire, il ne s'agit pas d'aller dans des polémiques intradisciplinaires. Dans cet objet, mais un tout petit peu de profondeur historique nous amènerait à montrer que l'économie industrielle a au moins plus d'un demi-siècle, que
même en revenant donc sur les Saint-Simoniens, l'innovation, les milieux sociaux, la création, la créativité, qu'on appelle cela les effets de proximité, de connaissance de réseau, et vous évoquiez à juste titre les solidarités d'ingénieurs, les études de proximité, donc des formations, les trajectoires d'irréversibilité ou non dans la formation et dans la formation scientifique, je pense que justement, en déployant donc l'ensemble des disciplines, et c'est un peu modestement avec Michel Grossetti et Luc Pabeuf l'évoquait, Yannick Lung demain donc interviendra, on prépare aux éditions donc Peter Lang un ouvrage sur justement les trajectoires de l'innovation, et il y a un article donc de Régis Guillaume sur l'innovation dans les villes moyennes et Michel Grossetti qui reprend sur les cartes scientifiques et qui montre bien que de la profondeur historique dans les trajectoires d'irréversibilité, la forme des milieux, la cohésion des milieux, la dimension des milieux sociaux et des réseaux sociaux est une dimension tout à fait déterminante dans la construction historique de ces territoires. Donc simplement, en tant que modeste historien, de la profondeur historique dans ces générations, dans ces questions qui ne sont pas découvertes ces 20 dernières années. Et au fond, l'économie numérique correspond exactement à l'économie électrique des années 1880 ou 1890, où on est vraiment dans des trajectoires de moyenne longue durée. Donc c'est simplement ce relativisme historique à un moment donné qui permet d'éviter de rester dans des polémiques trop disciplinaires. Voilà. Franck Cormeret voulait... Oui, moi, rapidement, en fait, par rapport à la discussion et aussi dans la continuité de ce qui vient d'être dit, l'orientation, enfin, moi, ce que j'avais dit, essayé de me dire ce matin, c'est qu'il nous manquait, en fait, un perfectionnement, pour dire ça comme ça, d'une théorie de l'innovation qui soit nouvelle. Et que cette théorie de l'innovation, j'avais essayé de dire qu'il fallait substituer, le mot substituer, je sais pas, mais faire glisser au moins au couple contrôle distribution de subventions, qui est une forme classique, en fait, disons, de la modernisation, le couple valorisation investissement. Et la question qui est posée derrière, en fait, c'est la question de la valorisation et de la fixation des richesses. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est ça le problème des territoires spécifiques, où, évidemment, cette valorisation, c'est pas simplement une monétarisation. C'est pas simplement la première brique ou la deuxième brique. C'est en fait, c'est un écosystème, c'est une coparticipation qui consiste à mettre en place deux choses: une efficacité dans le partage des compétences, une mobilisation de l'expertise entre les différents acteurs, une montée en capacitation, des savoirs qui peuvent générer la valeur et la valeur qui peut générer des savoirs, des boucles en fait entre guillemets qui supposent une comptabilité en fait. Disons des métropoles, une comptabilité même des régions, en fait, qui soit pas une comptabilité qui a été pensée dans le cadre de la décentralisation, mais qui serait une comptabilité un peu spécifique autour de la valorisation de nouveaux actifs. Là, il y a un travail, à mon avis, intéressant qui permet de nous de nous éloigner de ce modèle schumpeterien que je sens, dont vous vous éloignez, Monsieur Lara, mais qui est quand même présent. C'est-à-dire, en fait, un entrepreneur individuel. Alors qu'en fait, l'idée, c'est que les modes de connaissances partagées, de valeurs partagées, supposent évidemment que l'innovation dont j'ai parlé ce matin sur le numérique, que le territoire intelligent, ça peut pas passer par des formes de sociabilité où c'est un individu tout seul. Il y a la création collective dont parle François Pérou. Et c'est ça un petit peu. Alors, l'idée de je suis d'accord avec vous pour dire que l'idée de l'imaginaire, c'est un premier pas. Mais je pense que ça passera aussi par un ordre de grandeur, par une sorte de comptabilité qui fait que la valeur, la chaîne de valorisation de porteurs, elle est revisitée, en fait, elle est complexifiée dans le cadre de l'intégration des externalités négatives, de l'endogénéisation des externalités positives, du repartage des richesses, du bien-être, en fait, de la définition d'un bien-être. Et là, je crois qu'il se pose la question d'un modèle de développement, et que les villes ou les régions où il y aura un modèle de développement qui seront les premières à montrer, disons, cette montée en capacitation, vont vraiment, là, être attractives, pas du tout sur une logique du marketing, parce que c'est le modèle concurrentiel, le marketing. Est-ce qu'un territoire, en fait, est-ce qu'on doit mettre dans les deux hypothèses dont je parlais ce matin, l'hypothèse A, c'était en fait, ce qui a été d'ailleurs très bien analysé par Renaud Epstein dans la mise en concurrence des territoires par la politique de Sarkozy, est-ce que la troisième vague de décentralisation, ça va être évidemment de monter les territoires les uns contre les autres, ou est-ce que, au contraire, il y a une invention, alors là, avec des projets locaux, mais aussi un cadre à construire, enfin je dirais même des cadres,
nationaux, interrégionaux, européens. Alors évidemment, tout ça, c'est énorme, mais commençons par l'objet local et commençons par essayer de travailler à des échelles petites. Le premier kilomètre, mettre en place des nouveaux circuits économiques qui soient vertueux. On peut faire des petites vertus, des grands destins. Par respect pour les 3 intervenants qui attendent depuis bientôt 1 heure, je vais être un petit peu dictatorial. Donc, Manuel, tu réponds en 2 secondes, et Jacques-François voudrait faire une intervention qui, j'espère, ne va pas susciter à nouveau nos débats, mais je sais que c'est plutôt un étonnement. Et puis ensuite, on passera donc à la deuxième partie de la table ronde. Je vous avais prévenu qu'en témoin discutant, je serais iconoclaste. Hein, donc j'ai fait exprès de lancer quelques missiles pour qui vous ont fait réagir. Je reviens néanmoins sur le bloc local dans la décentralisation. Les intercommunalités intervenaient dans ce champ de l'action économique. Et pour intervenir sur des temps longs, et très longs, quand on veut développer des filières et développer des actions d'innovation, il faut avoir cette capacité à se donner du temps long. Or, on sait bien que l'élu n'a pas ce temps long. Et quand on change le vecteur ou le curseur sur la ressource fiscale, alors on peut avoir des effets de bord, et si je les ai soulignés, ça ne veut pas dire que je les partage, mais en les posant, ça veut dire que si je bouge le curseur, le temps court de l'élu amènera peut-être à ne pas faire les paris de demain, qui sont ces temps longs. Développer une zone d'activité liée à Aerospace Valley, à Bayonne, c'est un temps très long pour la remplir. La Technopole Isarbel, dédiée aux nouvelles technologies, c'est un temps de 20 ans. Donc c'est forcément à un moment quand l'élu fait le choix de porter ce type de politique en local, on revient bien à l'objet local, parce que dans le tandem du bloc local, on va retrouver la région. C'est d'avoir cette capacité à se donner de la rentabilité. Je remets entre guillemets, sur l'aménagement d'une zone, d'avoir des rentabilités différées et très longues. Donc si à un moment on oppose, et ce qu'on peut retrouver dans des assemblées, on le verra après 2014, cette question de où vient ma ressource fiscale et à qui je donne les priorités. Voilà, c'est juste sur la question innovation, développement, objet local, et puis demain ce tandem qu'on retrouvera sur industrie du numérique et innovation, le tandem à la fois région et intercommunalité, comment on se donne ce temps long et comment on le garantit. Merci. Jean-François, une intervention conclusive, et puis on passera à la deuxième partie. Et il y aura un autre slot de débat après, hein, donc ne soyez pas frustrés. On a encore, après 3 interventions, à nouveau un slot de débat, donc, et comme, à peu près sur le même sujet, donc pas de frustration. Micro-conclusive, justement parce que Manuel vient de nous remettre du long terme sur la table, et que à l'aune du long terme, j'ai l'impression que notre vision du local escamote un peu, et notamment dans le champ économique, les questions environnementales. C'est-à-dire les questions très lourdes du fait qu'on ne fait pas aujourd'hui d'exercice de prospective territoriale, par exemple, sans poser le carburant à 4 €, le bouleversement de la logistique, l'embarras insoluble des distances domicile-travail versus pression foncière. Voilà, tout cet ensemble de choses qui, d'une part, peut reconstruire du local, d'autre part, peut nous faire subir des démobilités, et d'autre part, représente tout un ensemble d'enjeux d'innovation sociale et environnementale très très fort, et à la limite on pourrait se dire, assignons déjà une bonne part des champs d'innovation dont nous parlons, les missions sociales, environnementales et économiques environnementales qui sont devant nous, parce que dans quelques années c'est un peu pile ou face, c'est-à-dire que soit on a anticipé, soit on s'y est préparé, soit on a construit des choses qui vont permettre, soit on va subir durement des distances domicile-travail invivables, un immobilier de bureau complètement dépassé, un foncier industriel absolument injouable en matière de déplacement humain, des implantations industrielles incompatibles avec l'explosion du coût de la logistique, et donc tout un ensemble de choses qui nous créent des urgences. Et là-dessus, les réancrages locaux sont d'autant plus importants qu'à côté de ça, des mouvements qui, eux, ont été soulignés, qui sont les mouvements vers la servicialisation, nous ouvrent à la fois des portes et des embarras. Les portes, c'est celle du post-patrimonial, du partage, de la co
quelque chose dont vous avez parlé les uns et les autres. Et les embarras, c'est que du coup, c'est le territoire dont vous êtes le client. Quand je suis dans le serviciel qui va un tout petit peu trop loin. Donc le territoire de l'appartenance et de l'identité et de la culture commune n'est pas le même que le territoire dont vous êtes le client. C'est pour ça que les constructions en la matière ne sont pas simplement des constructions qui consistent à dire on va faire des smart grids, on va faire des infrastructures intelligentes, on va faire du smart, mais on va essayer d'imaginer les anticipations long-termistes dont on a besoin en n'oubliant pas cette petite variable anecdotique des énergies et des transformations climatiques. Merci messieurs. Donc vous avez déjà eu votre café, donc pas de pause. Donc je vais demander donc à... Merci. Vous pouvez... Effectivement. Merci.